Bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou. Moi, c'est DevTom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865 et c'est aussi aujourd'hui un site de vente en ligne où vous pouvez acheter matériel photo et vidéo sur le site de panajou.fr. Alors ça, c'était pour l'introduction. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean de Gasté, directeur chez Nikon France, et Nicolas Gillet, directeur marketing, c'est ça ? Absolument. Comment allez-vous ? Bonjour et comment allez-vous ? Bonjour déjà, écoutez, on est ravis d'être à Bordeaux, c'est une très belle occasion pour nous, et effectivement de pouvoir parler et de Panajou et de Nikon, puisqu'on a une longue histoire en commun qu'on va pouvoir exposer aujourd'hui. Bonjour à tous, et donc ravi aussi de partager ce moment avec Jean et puis de revenir dans le magasin à l'occasion de ce podcast. Merci à vous d'avoir fait le déplacement d'ailleurs, parce que vous venez de Paris, vous n'habitez pas à Bordeaux. C'est simple maintenant. Oui, avec le TGV à 2 heures, c'est beaucoup plus simple. Enfin, quand même, merci d'avoir fait le déplacement. Alors, dans cet épisode, on va revenir, on va parler de Nikon évidemment, on va parler de vous, comprendre qui vous êtes et vos rôles au sein de la marque historique qui est Nikon. On va faire aussi un point histoire et image, un point marché, et on partira ensuite ensemble à la découverte de secrets de fabrication. Alors, Nicolas Gillet, ça fait 20 ans que tu es chez Nikon. Ouais, dans quelques jours même, ça sera mon anniversaire des 20 ans. 20 ans, c'est énorme. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. On y est pas mal chez Nikon. Et tu as fait l'école Louis Lumière, c'est ça ? Effectivement, j'ai fait l'école Lumière, je suis sorti en 2002 et j'ai eu mon entretien pour rentrer chez Nikon un mois après. Et donc j'ai embauché en août. Ah, ça a été très rapide. Ça a été très rapide, ouais, effectivement. D'accord. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai gravi quelques échelons pour arriver à la direction du marketing, en passant notamment 3-4 ans au siège européen à Amsterdam comme chef de produit, donc avec une expérience internationale qui était intéressante, qui nous donnait une relation justement avec Tokyo et le développement produit qui était assez au cœur des discussions. Donc on peut dire que tu as la marque dans le sang. Et effectivement, j'ai fini mes études, je suis rentré directement chez Nikon, donc c'est ma seule boîte, et donc très fidèle. Voilà. Je vois ça, très bien. Jean de Gasté, tu es rentré en 2011 chez Nikon en tant que chef de produit, c'est bien ça ? Exactement. Mes notes sont correctes, tout va bien jusque-là. Puis tu as été donc chef produit réflexe pro, puis directeur commercial, et aujourd'hui directeur division image. C'est ça, directeur de la division image, tout à fait. C'est un sacré parcours en peu de temps. Pour la petite histoire, en fait, quand je suis arrivé chez Nikon en 2011, je faisais un remplacement et je remplaçais Nicolas. Qui partait justement à Amsterdam et donc il recrutait un chef de produit sur les compacts à l'époque et j'ai été recruté par Benoît de Dieu-le-Veut pour prendre la succession de Nicolas. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de récupérer la gamme professionnelle, donc réflexe, optique, puis ensuite un poste un peu intermédiaire, chef de groupe marketing, et puis on m'a donné l'opportunité de passer du côté commercial. C'était nouveau pour moi, j'ai relevé le défi en tant que directeur commercial pour finir maintenant directeur de la division image, donc je chapeaute toute la partie opérationnelle des activités de Nikon France pour la partie photographie, ce qu'on appelle chez nous imaging, donc appareil photo, optique, sport optics et accessoires. Okay. Voilà. Sport optique, c'est les jumelles en gros. Ouais, sport optique, c'est ce qu'on appelle jumelles, effectivement. Oui. Sachant que dans l'opérationnel, pour être précis, il y a le marketing, bien évidemment, le commercial, le SAV et l'administration des ventes. Voilà. C'est tout Nikon, en fait. Alors non, justement, il y a une partie commune avec une autre division. C'est pour ça que je faisais un petit peu cette transition. En France, on a une division healthcare qui vend principalement des microscopes. Et on partage du coup en commun les ressources humaines et la finance, qui sont des fonctions support communes entre les deux divisions. Voilà. Et il y a un autre directeur de division, mon équivalent, sur la partie healthcare. D'accord, je ne savais pas que Nikon faisait des microscopes du coup. On fait plein de choses. Oui, évidemment. Et ça, c'est pour la partie France, parce qu'effectivement, on pourrait s'étendre sur le sujet, mais au niveau mondial, il y a énormément d'autres activités. D'accord, je ne savais pas. Je suis concentré sur la photographie. Non, mais c'est normal. Okay. C'est normal. On va parler un petit peu de l'histoire et l'image. La marque a fêté ses 100 ans en 2017. Il paraît que vous avez un musée dans vos locaux. Alors Paris. Effectivement, on n'a pas un musée. En fait, on a quelques produits de collection, dont certaines pièces assez rares. On ne les exploite pas assez bien.
On n'a pas non plus assez de modèles pour en faire vraiment un musée. Ça n'a rien à voir notre collection avec ce qu'on peut trouver à Ginza, à Tokyo, par exemple, où c'est vraiment une magnifique expo qui est là-bas. Donc j'ai plutôt l'ambition avec ces quelques pièces de collection de les faire vivre en fait. On a notamment le 6 mm 2,5 qui est une optique qui a été produite à très peu d'exemplaires. On a la chance d'en avoir un. Donc plutôt que de le laisser en fait dans une armoire, j'ai tendance à le sortir de temps en temps et de monter un Z6, un Z9 derrière. C'est assez rigolo et ça fonctionne plutôt bien. Justement, c'est ce que j'allais te demander, c'est est-ce que vous ne voulez pas en faire profiter le public, disons au moins les amateurs de photos d'une manière ou d'une autre, ou ça va rester quand même quelque chose de très... Je te dis, on n'a pas beaucoup de pièces pour justifier d'en faire un musée, mais c'est des choses sur lesquelles on réfléchit de temps en temps, effectivement. Voilà, il faut prendre le temps de le faire et l'énergie de se décider, mais... Voilà. Pour le coup, je les fais vivre, encore une fois, sur des événements. On a l'occasion de les faire prendre en main à des photographes. Donc c'est encore plus intéressant que de les voir derrière une vitrine, je crois. Oui, tout à fait. C'est exceptionnel. Alors, en plus, sur une marque qui a un siècle, c'est impressionnant le nombre d'appareils qu'il peut y avoir dans une telle collection. Et d'ailleurs, au Japon, c'est ouvert au grand public ? Il y a un musée, effectivement. En bas de la tour Nikon, il y a un grand musée qui est ouvert au public. Et là, pour le coup, il y a l'intégralité des produits Nikon depuis 1917. Wow. Avec des pièces assez étonnantes, des pièces qui ont pu servir dans la marine japonaise au cours des différents conflits. Enfin, il y a des pièces vraiment atypiques qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ça doit être beau à voir. Et là, pour le coup, c'est un vrai musée. Ouais, voilà, d'accord. C'est travaillé pour ça. Et c'est vrai que j'ai pas eu la chance de le visiter encore, mais c'est assez. Toi, tu as pu le voir ? Oui, j'ai pu le voir. Mathieu était là d'ailleurs quand je l'ai vu. D'accord. Donc il pourrait. Mathieu de Panajou, donc. Mathieu de Panajou, voilà. Tout à fait. Il pourrait en témoigner. Et vous retrouvez des pièces ultra rares qu'on ne voit nulle part. On travaille de temps en temps avec Thierry Ravasso, qui est un photographe du côté de Lyon, qui a en fait son propre musée de la photographie. Et en tant que fan de la marque Nikon, son musée en fait est composé de moitié d'appareils photo Nikon. Et voilà, donc lui, notamment quand on a célébré les 100 ans de la marque il y a 5 ans, on l'a sollicité pour qu'il vienne avec des pièces exception. Il a dans son musée des pièces qui ont volé dans l'ISS. On les reconnaît avec du velcro par exemple, qui sont collés sur les parois. Donc voilà, ce genre de choses un peu exceptionnelles. Et puis il a une telle passion, il raconte très très bien toutes ces histoires. Ça me donne très envie. J'ai une petite collection, moi, avec quelques appareils Nikon, mais pas que. Mais à chaque fois que je vois des collections comme ça me... Chez lui, c'est impressionnant. Ouais, ça me rend fou. Très bien. On va parler un petit peu de marché maintenant. Alors, ces dernières années n'ont pas été de tout repos. Alors, pour plusieurs raisons. Il y a eu une disruption technologique avec l'arrivée des hybrides, notamment avec Sony, sur un marché très largement dominé par Canon et Nikon d'une manière traditionnelle, mais aussi perte de volume du marché global. Quelle vision Nikon a sur le marché actuellement ? Alors, effectivement, on vient de très loin. Moi, quand je suis arrivé chez Nikon, on était sur un modèle très différent, dominé par des produits entrée de gamme, dominé par des compacts. Petit à petit, les choses se sont inversées. On a été poussé dans nos retranchements par les smartphones. Là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais bon, il faut quand même le dire. Et ça nous a obligés à repenser complètement notre line-up produit. On s'est concentré sur des produits en fait, qui offraient une véritable différenciation par rapport au smartphone, donc des produits à plus forte valeur ajoutée, c'est évident. On a en quelque sorte du coup épampré un peu notre gamme. Alors, épampré, c'est un terme viticole qui consiste en fait à supprimer les jeunes pousses qui ne servent à rien pour que la sève monte sur les pousses les plus importantes. Et là, on est vraiment dans ce cas de figure. On a fait en sorte de remettre des budgets R&D sur des produits à plus forte valeur ajoutée, principalement le monde du plein format, qui pour nous est un axe de développement important. Et c'est vraiment sur ces types de produits-là qu'on se prédestine à l'heure actuelle, parce qu'on offre, encore une fois, une véritable différenciation par rapport à ce que peut offrir votre smartphone. Donc oui, on est sur un marché en plein changement, et en parallèle, bien évidemment, comme vous l'avez souligné, Sony est venu bousculer un peu l'ordre établi avec Canon et Nikon sur les réflexes, nous a obligés à repenser complètement notre copie, à reconsidérer notre façon de voir le réflexe. Alors même si on a été un peu récalcitrant, même si Canon et Nikon ont essayé de tenir jusqu'au bout avec leur réflexe, il s'avère que maintenant la page est tournée.
on n'a plus vraiment le choix, on est obligé de se rendre à l'évidence. Le marché a changé et Canon et Nikon ont plutôt bien fait leur transition. La mue s'est opérée progressivement, mais en tout cas de manière efficace. On voit avec les derniers lancements, alors je crois qu'on en reparlera un peu plus tard, mais notamment le dernier lancement Z9 chez Nikon montre vraiment qu'on a été capable d'offrir ce qu'on offrait précédemment sur du réflexe, mais avec des capacités démultipliées grâce notamment à ce que les hybrides peuvent offrir. Donc ça a été à la fois un gain pour le consommateur, pour le photographe, mais aussi pour la marque Nikon, ça c'est indéniable. D'accord, d'ailleurs on va parler du Nikon Z9 juste après, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au smartphone, l'arrivée des smartphones. Je pense que beaucoup ne l'ont pas vu venir, ça, le déploiement de la photo grand public via les smartphones. Justement, tu es arrivé, et alors Nicolas, toi tu es chez Nikon depuis plus longtemps encore, donc vous allez pouvoir avoir une vision sûrement là-dessus, mais comment Nikon a vu l'arrivée des smartphones dans cette période 2010 à peu près En 2007, quand l'iPhone est arrivé, on ne voyait pas ça effectivement comme une grosse menace. Oui. L'évolution a été très très vite de leur côté technologiquement. En fait, je pense que les smartphones ont apporté une satisfaction en fait, rapide sur l'exploitation qui a été faite de l'image par la plupart des gens en fait. Donc ils ont apporté une solution à un besoin ou une envie en tout cas, à la fois sur la portabilité, le téléphone on l'a toujours sur soi, et puis une qualité d'image qui n'a fait que augmenter et qui a largement suffi en fait, même avant ce qu'on trouve, même avant il y a 5 ans, la qualité d'image était déjà très très bonne sur plein de smartphones par rapport à l'utilisation qui était faite et l'exploitation de l'image. Donc les gens font beaucoup plus d'images qu'avant, beaucoup plus, et de vidéos. Ils les font avec d'autres produits que des appareils photo. Donc voilà, notre valeur ajoutée, elle n'est pas sur ça, évidemment. On va se concentrer, comme disent les gens, sur là où on a plus de performance et de capacité à satisfaire en fait, des photographes comme toi, oui. Qui ont en fait une autre appréhension de l'image et qui sont moins dans l'instantané d'un souvenir qui passe, mais de travailler une image et de construire en fait avec un objet, donc un appareil photo qui est dédié à ça en fait. Donc c'est à la fois l'ergonomie qui compte, oui. Au-delà de la qualité d'image liée aux optiques, aux capteurs, au traitement d'image, c'est aussi l'ergonomie qui compte. Donc un téléphone portable aujourd'hui remplace pas ce qu'on peut appeler chez nous, caméra NES. Complètement. Mais alors du coup, plus de clientèle dans le monde du grand public du coup. Est-ce qu'il y a encore des compacts d'ailleurs chez Nikon, je crois? On a encore de moins en moins. On a encore quelques bridges, vous savez les bridges à les appareils avec très spécifiques. Avec zoom. Mais voilà, c'est. Parce que par exemple, là, je parle pour mon expérience, mais ça vaut pas pour tous les photographes. Mais j'ai une pratique photo expert, on va dire, avec des appareils de haut niveau. Mais après, j'aime aussi avoir dans mon sac un appareil photo. C'est pas mon smartphone, pourtant je pourrais. J'ai un iPhone, donc il fait des bonnes photos, mais j'aime bien avoir quand même un appareil dédié. Et j'ai encore un appareil argentique des années 80, compact. Donc il y a quand même je pense quand même qu'il y a une pratique, même quand on est photographe et qu'on c'est une pratique récurrente, je pense qu'il y a aussi ce besoin d'avoir un petit appareil qui est là pour la vie de tous les jours, peut-être, pourquoi pas. Mais après le marché est peut-être pas là. Voilà, je suis peut-être une exception aussi. Pas beaucoup comme vous, comme toi. Donc ouais, effectivement, ça justifie pas les contraintes industrielles d'avoir une ligne de production sur ce type d'appareil quand on a une demande aussi faible en fait dans le monde entier. Les coûts de fabrication sont énormes, ce qui ne justifierait plus un positionnement adapté à ce qu'on en attend en fait. Et puis en plus de ça, je parle de cet exemple-là, mais en même temps, je l'ai dit, j'utilise un appareil des années 80, donc c'est une pratique argentique, c'est encore quelque chose de différent. Ouais. Mais il y a eu un moment où on a observé un boom de tout ce qui était compact expert, donc ça a fonctionné pendant une certaine période, c'est vrai. On a nous-mêmes sorti des petits compacts experts. Néanmoins, à l'heure actuelle, je pense que les fameuses petites photos d'appoint dont vous parlez, elles se font principalement via du smartphone. Oui. Le smartphone dont on se sert finalement en fait dans le flux d'images. Tous nos boîtiers aujourd'hui sont compatibles avec SnapBridge pour une connexion vraiment facile entre l'appareil photo et le smartphone. Donc finalement profiter de la capacité de partage du téléphone, de son accessibilité, en le fournissant d'images faites avec son appareil photo. On n'est pas contre le smartphone, on essaie d'être avec le smartphone parce que c'est inévitable. Donc autant faire avec ses capacités et démultiplier du coup la force de frappe d'un appareil Nikon grâce aux capacités d'un smartphone, tout simplement. Dans l'air du temps. Voilà, comme le partage, etc.
Effectivement. Alors du coup, on va parler plus d'un boîtier expert. La grande nouveauté chez Nikon, c'est l'arrivée du Nikon Z9, qui est un indéniable succès critique, d'après ce que j'en ai vu en tout cas. Est-ce que le Z9 est un succès commercial? Et je pose cette question, et ce malgré la pénurie qu'on connaît. Alors, je laisserai peut-être après Nicolas donner son avis au niveau marketing. Au niveau commercial, oui, c'est un succès indéniable. On est même submergé par le succès du produit. Pour vous donner une idée, j'ai calculé avant de venir, on a encore 1 an et 4 mois de commandes non livrées enregistrées dans SAP à l'heure actuelle, si vous voulez. 7 mois après le lancement du produit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est incroyable. Alors, certes, vous parliez de pénurie, mais je pense qu'on est surtout face à une demande extraordinaire sur ce produit-là, et que notre capacité de production est largement en deçà de cette demande, d'où les délais d'attente considérables. Alors, on peut se cacher derrière la pénurie de semi-conducteurs ou de composants électroniques, etc. Certes, ça ne vient pas nous aider, certes, ça vient ralentir la chaîne de production, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a une demande largement supérieure à l'offre, et que notre capacité de production n'est pas adaptable à l'infini. On a une capacité de production qui est fixée et on est obligé d'aller au rythme de cette capacité de production. Voilà. D'accord, donc c'est plus pour des raisons de capacité de fabrication d'appareils. J'insiste et je retourne, non, ce serait grâce à cette demande extraordinaire en fait, qu'on arrive à avoir une pénurie. Ce n'est pas notre capacité de production en fait, qui est trop faible, elle est du même niveau, du même acabit qu'on a toujours eu sur des produits professionnels. Elle est limitée par notre capacité aussi au niveau de nos usines. On ne peut pas allouer toutes nos chaînes de production à la production de boîtiers professionnels. On est face en fait, à un niveau de demande extraordinaire et qui du coup va mettre du temps à être assouvi. Ouais. Très bien. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots le boîtier? Alors, point de vue commercial pour Jean et point de vue marketing pour Nicolas, si possible. Alors le Z9, c'est l'appareil qui crédibilise en fait, je pense, notre arrivée dans les hybrides qu'on a fait en 2018. Il marque le pas en fait, et il est vraiment le marqueur d'une décision de non-retour en arrière. On a annoncé quand on a sorti le Z6, Z7 en 2018 que cette monture en fait, parce que c'est un gros changement pour Nikon de changer de monture. On avait la même monture F depuis 1959. On a gardé cette compatibilité ascendante au fur et à mesure des évolutions. Passer à l'hybride, ça nécessitait forcément de changer de monture. Donc on l'a fait avec sérieux et réflexion, en se disant que cette monture, elle devait être capable de durer encore des dizaines d'années. Et donc ce passage-là, il est hyper important pour les photographes professionnels principalement. On adresse en tout cas avec un Z9 des besoins qu'ont les photographes pros. Évidemment, il n'y a pas que les pros qui sont intéressés par ce type d'appareil. L'idée du Z9 finalement, c'est d'avoir et son succès, il est certainement lié au fait qu'il est extrêmement polyvalent, certainement en fait le boîtier le plus polyvalent qu'on ait jamais sorti, parce qu'il est capable de rapidité, il est capable de très haute définition, il est capable d'intelligence dans ses systèmes en fait d'analyse, notamment d'autofocus, et de résistance sur le terrain. Donc il a un petit peu tous les avantages qu'on pouvait espérer avoir dans un boîtier, en ayant poussé le curseur d'un point de vue technologique et d'un point de vue processeur. On a finalement fait un bond de 5-6 ans d'un coup en fait, par rapport aux évolutions qu'on avait classiquement. Oui, et ce qui m'a particulièrement marqué avec ce boîtier, c'est sans compromis photo-vidéo. Absolument. Ça, je crois que c'est honnêtement la première fois que je vois ça dans un boîtier, parce que moi, par exemple, je fais autant de photos que de vidéos. Et à chaque fois, il y a toujours ce questionnement. Bon, je prends ce boîtier, il est peut-être un peu plus adapté à la photo ou, à contrario, un peu plus adapté à la vidéo, mais je vais faire avec. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment l'appareil sans compromis. Là, vous avez mis tout ce que vous pouviez mettre dans l'appareil. C'est vrai qu'on a aussi on a moins de concurrence interne sur la vidéo. On n'a pas de gamme en fait de caméras ciné ou autres. Donc on n'a pas de raison en fait de se restreindre pour mettre tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a été capable de faire sur ce boîtier-là. Et donc effectivement c'est le cas. Pour autant, c'est pas le premier boîtier pertinent en vidéo chez nous. On est déjà
ça remonte un petit peu en arrière, mais avec le D90, c'était le premier réflexe qui faisait de la vidéo. Mais même le Z6, à sa sortie, c'était le premier boîtier plein format, capable d'enregistrer en externe, certes, mais en 4.2 débit sans crop. Donc on a mis comme ça des petits marqueurs dans ce monde-là. On a certainement manqué un petit peu de régularité dans ces évolutions techno. Là, sur le Z9, on a marqué le pas, effectivement, et l'accueil des vidéastes est assez sympa pour nous. Donc ça nous fait aussi d'autres perspectives d'un nouveau marché, finalement, qui s'offre à nous. Oui, tout à fait. Et comment, je vais te laisser la parole après sur le boîtier, si tu avais quelque chose à rajouter, Jean. Mais comment a été accueilli le Z9 par les fervents défenseurs du réflexe ? Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça ou... En fait, là, c'est pour ça qu'il y a un tel succès sur le Z9. C'est que les possesseurs et les aficionados du réflexe ont compris qu'il fallait qu'ils basculent, en fait. Ça s'accompagne aussi par le développement de la gamme optique. La crédibilité du système Z, en fait, passe par cette techno incroyable qu'on a sur le Z9, mais aussi de la gamme Z optique qui devient vraiment hyper pertinente. Donc oui, ils basculent. Donc ils demandent du Z9 et voilà, les usines tournent. Mais Très bien, ok. En fait, avec le Z9, on a finalement éradiqué toutes les problématiques de l'hybride et la crainte de regarder dans un viseur électronique a complètement disparu. Avec ce système en fait sans blackout, on a même des avantages supplémentaires avec ce qu'on avait sur un réflexe. Donc finalement, comme quoi ça vaut le coup de prendre son temps parfois un petit peu. Pour arriver avec quelque chose. C'était important. On ne pouvait pas se permettre de lancer un Z9 dans cette catégorie en étant à moitié prêt. Donc je pense que le pari a été relevé, ouais. Je pense. Et du coup, je rebondis par rapport à ça. Effectivement, la vie d'une marque, c'est assez cyclique. On était dans une période un peu compliquée parce que beaucoup de consommateurs professionnels étaient attentistes, pas forcément satisfaits par le D6, espérant bien évidemment une version professionnelle mais hybride d'un équivalent D6 justement. Et donc ce boîtier-là, le Z9, est arrivé vraiment comme un nouveau souffle pour Nikon. Ça a permis de remettre la marque en haut. Clairement, grâce au Z9, on a réussi à reprendre la tête du classement GFK pendant plusieurs mois consécutifs, ce qui ne nous était pas arrivé depuis un moment. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Et donc oui, c'est aussi l'annonce d'une nouvelle ère qui démarre grâce à ce boîtier-là, qu'on espère ensuite voir progressivement se dupliquer sur d'autres produits futurs. Et puis qui aide aussi en fait toute la gamme Z finalement, le fait qu'on soit aussi bien accueilli avec un Z9, ça profite aussi aux autres modèles de la gamme. Et à la gamme optique. Et à la gamme optique, évidemment. Très bien. Donc un vrai cercle vertueux qui est en train de se mettre en place et qui était très attendu en interne et en externe. J'imagine. Et c'est un boîtier qui est vraiment racé pour l'avenir. C'est pas un boîtier que vous allez mettre à jour tous les 2 ans. On le met à jour. Et c'est ça c'est aussi une nouveauté en fait. Non, mais quand je parle mettre à jour, j'ai bien compris, mais je rebondis là-dessus parce que c'est un point important. C'est quelque chose qu'on a mis en place, sur lequel on était assez fébrile sur la mise à jour de firmware en fait sur les réflexes. On le faisait pour plutôt corriger des bugs. Donc on avait un suivi, mais pas d'évolution vraiment purement technologique. Depuis les Z6, en fait, on a fait beaucoup d'efforts de ce point de vue-là. Et le Z9 en fait partie. On a fait une mise à jour de firmware 2.0 là il y a quelques semaines. Qui a mis, ça aurait pu être un Z9 Mark II en fait. Donc voilà, il y a des capacités, et c'est aussi tout l'intérêt d'une plateforme comme un hybride, de pouvoir évoluer et d'accompagner les boîtiers beaucoup plus longtemps, sans avoir forcément à changer le hardware. Okay. Je pose cette question parce que d'autres marques nous font quand même le coup d'avoir un appareil expert qui sort tous les ans, avec des noms un peu différents, mais finalement c'est la même chose avec plus évolué. Donc c'est pour ça, je trouve plus intéressant en fait personnel. Là c'est juste un message personnel. Je trouve ça plus intéressant un appareil qui évolue et qui reste sur le marché longtemps. J'ai toujours plus consommateur, oui, je vous comprends. Vraiment, c'est évident. Clairement. C'est évident. Alors on sort un peu du Z9, mais on va parler quand même de secret de fabrication. C'est un sujet brûlant qui revient au magasin autour de la machine à café. Qui fabrique les capteurs Nikon ? Ouais, c'est un sujet effectivement qui nous revient régulièrement. Le fait est, c'est qu'on ne communique pas sur cette information-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a à Tokyo en fait un département de développeurs, d'ingénieurs en fait, qui sont payés pour développer des capteurs. Donc on a toute une équipe qui comprend comment fonctionne un capteur.
On a d'autres divisions industrielles, ce qu'on appelle les steppers, qui font en fait des machines, qui sont des machines pour fabriquer des microprocesseurs, des capteurs, des écrans plats. Donc c'est toute une division en fait industrielle également qui est moins connue du grand public. Donc on a en fait des machines capables de fabriquer des capteurs qu'on vend à d'autres industriels qui vont eux fabriquer les capteurs avec ce type de machine. On a des ingénieurs dans la division image qui développent, qui conçoivent en fait des technologies de capteurs. Et derrière, on va demander à un autre industriel de fabriquer le cahier des charges et finalement les inventions qu'on a décidées en fait. D'accord. Donc on ne fabrique pas, on n'a pas d'usine de fabrication de capteurs, mais on développe nos capteurs. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a la conception et la fabrication. Au niveau de la conception, bien évidemment, on est partie prenante. C'est vraiment la conception qui est l'élément clé au niveau du capteur. Et là, Nikon est impliqué et plus qu'impliqué. Et c'est pour ça qu'il y a les résultats, notamment de DxOMark, qui sont assez scientifiques dans leur approche, ne donnent jamais en fait les mêmes résultats d'un boîtier à un autre boîtier d'une autre marque, quand bien même le capteur serait ressemblant sur le papier. La fabrication et la techno en fait ne sont pas les mêmes parce qu'elles n'ont pas été développées de la même façon en fait. Donc c'est pas, on n'achète pas en fait des capteurs dans un tiroir sur une étagère en fait d'un autre fabricant. On les développe et on les fabrique pour nous. Donc et eux ne pourront pas les fabriquer avec les mêmes spécificités, les charges, parce qu'il y a évidemment des brevets en fait qui sont. D'accord. Donc ça répond pas pleinement à votre question, mais voilà, ça donne une indication. On n'est pas complètement, comme dit Nicolas, on n'achète pas sur catalogue des capteurs. Ça, c'est une certitude. C'est l'élément clé sur un boîtier, donc bien évidemment, on est partie prenante. Ok, très bien. Merci. On va faire un point argentique. Alors, c'est un marché qui se revitalise, porté par une toute nouvelle génération de photographes. J'en fais un peu partie. Pourtant, les marques comme Nikon ont tiré un trait sur le passé. Le dernier boîtier argentique de la marque, alors arrêtez-moi si je me trompe, c'est le Nikon F6 en 2004, avec un... C'est ça ? Correct. Avec un arrêt de sa commercialisation en 2020. Alors ça m'a surpris. Oui, comme quoi on a accompagné oui, effectivement. Mais on n'en vendait pas beaucoup. J'imagine. C'était très symbolique. Et alors, venant d'une lignée prestigieuse de boîtiers commencée par le légendaire Nikon F en 1959, est-ce que l'argentique, c'est vraiment fini pour Nikon ? Alors, on ne va pas dévoiler, on ne dévoile pas nos plans, ce n'est pas dans nos habitudes. Maintenant, il n'y a rien sur le carton là, pour le mois prochain, par exemple. Voilà, on parlait tout à l'heure de process industriels. Relancer une chaîne de production sur un boîtier argentique qui n'aurait de sens qu'à un prix quand même relativement bas, ça me paraît compliqué. Mais voilà, je ne suis pas dans les... Il faudrait qu'il y ait une logique mondiale. Effectivement, il y a une tendance en France qui est indéniable. Je pense que les Japonais pourraient envisager les choses différemment si c'était vraiment global. Et s'il y avait un réel intérêt au niveau industriel, donc une demande suffisamment importante pour justifier une ligne de production qui du coup se ferait au détriment d'un autre produit, puisqu'on a des mètres carrés d'usine, on va dire, fixes. Si on les alloue à la production d'un autre boîtier, c'est d'autres boîtiers qu'on ne pourra pas fabriquer. Voilà, donc il faut faire des calculs par rapport au retour sur investissement que ça pourrait générer. Mais voilà, je pense que la porte n'est pas fermée, mais il faudrait qu'il y ait un vrai boom au niveau de la demande pour que nos ingénieurs et que notre direction japonaise décident de faire le pas. D'autant que je pense que le marché de l'occasion sur l'argentique est quand même assez aussi porteur. Par contre, le problème, c'est que les prix flambent énormément. Justement, par cette revitalisation, les gens qui ont plus en plus d'intérêt pour l'argentique. Alors peut-être que ça reste encore beaucoup trop de niche pour une marque comme Nikon, mais par contre, ça fait que le marché de l'occasion est complètement démentiel. Et j'imagine dans ma tête, après je ne suis pas non plus directeur marketing, mais j'imagine que si des marques comme Nikon relançaient des boîtiers neufs, ça pourrait calmer un petit peu, apaiser le marché. On a déjà eu, c'est pas la première fois qu'on nous pose la question. Beaucoup de distributeurs nous poussent dans cette voie-là, en fait, pour tout vous dire. On a pas mal de remontées terrain par rapport à cette tendance lourde, qui n'est pas juste un épiphénomène. Et on est poussé un peu de toutes parts. Donc nous, on fait notre boulot au niveau local, c'est-à-dire qu'on remonte l'information à notre siège européen. Après, si c'est coordonné à travers toute l'Europe, ça peut avoir du poids et ça peut remonter au Japon avec une certaine force. Je croise les doigts. Mais effectivement, c'est pas si simple. En fait, il y a finalement assez peu
de capacité à récupérer des éléments d'une chaîne existante ou d'une gamme existante pour fabriquer un hybride aujourd'hui, un appareil réflexe argentique qui serait donc en monture F. Ouais. Voilà, c'est pas simple, je pense, mais effectivement, on a eu écho de ces envies, en tout cas. Une réédition de certains boîtiers, éventuellement. Voilà, ce que j'allais dire. Ils ne sont plus en production, donc il faut tout remettre en... Mais bien sûr. Mais la recherche et le développement est déjà là, en fait. Vous avez déjà les boîtiers qui existent. Non, ce que je dis, c'est plutôt un problème de fabrication, en fait, et de chaîne de développement, parce qu'on a évidemment des sous-traitants. On ne fabrique pas toutes les pièces d'un appareil photo, évidemment. De la petite vis, voilà. Donc il faut relancer en fait les fournisseurs qui ont peut-être arrêté de certaines activités. C'est le processus industriel en fait est hyper complexe, tout est lié et il peut manquer une vis et ça marche pas en fait. On n'aurait pas le problème des semi-conducteurs là, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas cette excuse-là et ça pourrait. Ouais, ça dépend après de quel modèle on parle. Le F6 avait un petit peu de processeur quand même. Si on part sur un boîtier un peu classique, j'imagine que vous un FM2 quoi. Voilà. Oui, voilà. Je pense c'est quelque chose d'assez basique. Je pense d'ailleurs que c'est plus grand public en soi que de ressortir un F5 ou un F6 par exemple. On l'a arrêté en connaissance de cause, le F6. Hein. Oui, effectivement. Mais ça doit être peut-être un peu frustrant, j'imagine, parce que pendant 10-15 ans, ça a été la dégringolade de l'argentique. Et puis tout d'un coup, là, pouf, ça revient. C'est quand même étonnant, surprenant. J'ai l'impression aussi que c'est un peu un cercle vicieux. Il fallait que ça s'arrête pour que ça redémarre, en fait. C'est des cycles, en fait. Je pense qu'il y a aussi une question de génération de jeunes, surtout, qui n'ont pas expérimenté le physique de la photo, qui n'ont jamais vu une pellicule et une image se révéler dans un bain de révélateur. C'est une expérience qui est assez incroyable. C'est donc de la photo. Hein. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai que le prix de la chimie, le prix des pellicules, c'est aussi, de mon point de vue, un peu dissuasif également. Mais est-ce que c'est pas un cercle vicieux justement? Parce que par exemple, si on prend le cas Kodak, qui a un petit peu l'hégémonie sur les pellicules, ils ont fermé des usines, ils ont fermé des parties de leur usine, donc ils n'ont plus la capacité de production d'antan. Et finalement, c'est un cercle vicieux parce que si les marques sont pas là en disant on propose des boîtiers, peut-être qu'eux, ils vont pas se dire on va se relancer dans une nouvelle usine, etc. Donc, j'imagine ça comme ça. La clé, c'est vraiment l'évaluation de la demande potentielle. Voilà. Si ça reste un épiphénomène, il est très peu probable que des grandes marques se relancent dans l'aventure. Si l'épiphénomène devient une tendance lourde, ça peut faire changer des choses. Voilà, clairement, vous l'avez vu, on n'est pas... quand on s'est mis sur l'hybride, l'hybride avait déjà commencé vraiment à prendre. Donc on n'est pas... on peut être frileux parfois, c'est vrai. Donc il va falloir qu'il y ait vraiment un phénomène qui s'opère et qui soit avéré avant qu'on change notre fusil d'épaule, ça c'est sûr. Ok, très bien. Une journée au service marketing. Alors, il fut un temps jadis où Nikon passait des publicités en prime time à la télévision, je me rappelle, où les supermarchés avaient des énormes box en tête de gondole de compact de la marque. Quel est aujourd'hui le rôle et le quotidien du marketing chez Nikon? Effectivement, le marché a bien changé, on en a parlé au début de l'émission. Notre travail finalement c'est d'accompagner les photographes dans leurs besoins, leurs envies, en leur mettant à disposition en fait des outils pour mieux comprendre nos solutions. Des outils, j'entends ça par des services également. On a notamment une équipe pro qui sur le terrain accompagne les photographes pour mieux appréhender en fait nos solutions. On a aussi la Nikon School qui permet d'accompagner le photographe qui se met à une nouvelle technologie dans son travail. Voilà, donc c'est analyser en fait tout ça, tout ce marché, comprendre comment les choses fonctionnent et puis donner envie aux gens de basculer. Tout à fait, d'accord. Puis le marché aussi, là je parlais de prime time, télévision, aujourd'hui je pense que la communication s'est très largement déplacée sur Internet, les réseaux sociaux. De façon générale, les médias ont beaucoup changé, les grosses régies télé ont pris aussi un petit peu cher ces dernières années avec le digital, avec les régies qui sont massives et Amazon en particulier. Donc oui, le monde du média a beaucoup changé, ça a un intérêt également, on est plus précis dans ce qu'on fait, on permet de faire des campagnes un peu plus pointues, en allant cibler et en allant adresser des messages qui sont un peu plus personnalisés et plus pertinents pour ceux qui sont... C'est vrai que ça c'est la grande force d'Internet, c'est de pouvoir cibler l'audience pour les publicités. Absolument, ouais. Non, ça c'est il y a plein de choses qui se passent aussi en ce moment avec
les cookies qui risquent de disparaître prochainement. Donc voilà, il y a plein de technos, plein d'agences, plein de renouvellements en fait qui se passent. Donc c'est intéressant à suivre. Donc on n'est pas nous experts dans ce domaine-là ici. On a aussi nos agences qui nous conseillent et qui nous guident là-dessus. Mais c'est intéressant effectivement. Et notamment en France, quelle est votre marge de manœuvre par rapport à la maison mère au Japon sur la communication en général? Alors en fait c'est un mariage, il y a 3, donc c'est une danse à 3 avec le Japon qui nous donne une orientation en fait globale, mais disons sur des grosses guidelines. Ensuite on a l'Europe qui centralise quand même pas mal de choses. À Amsterdam, c'est Amsterdam, effectivement, là où j'ai passé quelques années, donc je les connais bien. Et puis en local, évidemment, on a aussi une attitude. On a des événements locaux qui nous permettent qu'on a envie aussi de mettre en avant, par exemple, ou des services particuliers qu'on propose qui nous permettent d'être plus autonomes. Donc voilà, c'est un équilibre qu'on trouve à 3. J'y pense là comme ça, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre à cette question, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui dans le monde où est-ce que Nikon est le plus populaire, ou je ne sais pas comment le dire autrement, où vend le plus d'appareils par exemple? Est-ce que la France est bien placée pour le coup? On est pas mal. On peut l'évaluer avec la part de marché, ce genre d'information. Ouais, tout à fait. Part de marché. C'est compliqué avec les parts de marché, c'est que voilà, c'est pas forcément les mêmes organismes qui font les relevés dans tous les pays. Donc j'ai pas en tête évidemment toutes les parts de marché de Nikon dans le monde. Non, mais en Europe en tout cas on l'a, et la France est très très bien placée. D'accord. En termes de part de marché par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays européens. Mais effectivement, dans le monde, il faudrait qu'on pousse l'étude un peu plus loin. Ok. Bon, c'était juste une question qui elle m'est venue comme ça. Du coup, pour continuer avec la maison mère au Japon, est-ce que vous avez des échanges avec le Japon? Alors j'imagine que oui, mais quel type d'échange? Et est-ce que vous remontez des besoins utilisateurs aux ingénieurs? Oui, en fait, on a la chance en France d'avoir l'AFP, avec qui on a un partenariat mondial. Donc l'agence France Presse, et de ce fait, comme l'AFP est française, on a un accord en fait de développement. Donc on écoute tous les photographes évidemment, tous les retours sont intéressants. On centralise ça, alors pas de nous directement à Tokyo, mais plutôt à Amsterdam, au siège européen, qui centralise ce genre de feedback. Mais l'AFP en fait a un rôle particulier, et de fait on a cette relation nous en France directe avec le Japon. Pour travailler en fait le développement de produits et de services. Quand je dis services, c'est de fonctionnalités, même des boîtiers, directement avec les photographes de l'AFP. Donc voilà, c'est une petite exception française. Ok, super. À quel moment découvrez-vous les nouveaux modèles? Est-ce que c'est plusieurs semaines avant, plusieurs mois avant la sortie? Est-ce que ça se passe bien là-dessus? Oui, on peut lui faire envie. En général, c'est entre 1 et 2 ans avant la sortie. 1 et 2 ans? Ouais. Ah oui, c'est énorme. Pour ce qui est du détail produit, oui. Après, il y a des partages, on va dire, d'intentions qui sont faits même plus longtemps en amont, où là, on peut avoir une vision, mais on va dire juste un nom sur un papier avec une idée de prix, sans aucune spec technique, etc. Et là, ça peut être une vision à 3-4 ans. Voilà. C'est pas mal. Avec aucune garantie que le produit voit le jour, etc. Oui, c'est plus des intentions, des roadmaps en fait, de développement et sur des plans d'investissement à 3 ans, effectivement, souvent. Mais sur le détail produit, on est entre 1 et 2 ans. Le boîtier en main, 1 et 2 ans avant sa sortie ou c'est... On ne parle pas d'un boîtier en main, là on parle d'un détail technique, c'est-à-dire une fiche technique un peu complète, des visuels 3D, etc. Mais pas de boîtier en main. Le sample du Z6, je l'ai eu en main 1 an avant la sortie. 1 an max. Z9 pareil du coup? Z9 pareil, oui. C'est super important pour se préparer déjà, j'imagine, en termes de communication. Effectivement, en plus, on a un petit peu réorganisé le travail de marketing et communication à l'Europe. On a maintenant en fait une équipe qui est qui est internationale, dont je fais partie finalement du groupe de travail européen sur les lancements de produits, mais d'autres projets également. D'accord. Et donc, quand on prépare en fait le lancement d'un appareil, on a évidemment besoin d'en savoir un peu plus à l'avance pour préparer les contenus et toutes les communications qui sont faites le jour J en fait. Donc ça se prépare effectivement un petit peu. Oui, j'imagine bien. Et vous avez des ambassadeurs aussi chez Nikon? Oui, bien sûr. C'est pareil aussi qu'ils puissent les tester, mettre en... Alors tous ne sont pas sollicités à chaque lancement bien sûr, en fonction des modèles et des opportunités, on sollicite certains d'entre eux. Et après je rajouterais que l'autre raison pour laquelle on a une vision, on va dire moyen terme, c'est pas vraiment long terme,
c'est pour l'élaboration des plans commerciaux, c'est-à-dire définir concrètement les ventes année après année, ce qu'on va faire mois par mois, etc. Parfois, on peut être amené à écrire des plans sur 2, voire 2 ans et demi. Donc forcément, il faut un certain niveau d'information sur les produits pour pouvoir écrire un potentiel de chiffre d'affaires. Ouais. Ok. Justement, ma question d'après, c'est si on regarde dans le futur, en mode science-fiction, il ressemble à quoi l'appareil photo professionnel? Alors moi, là, j'ai noté dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors ça, pour le coup, c'est pas vraiment notre métier. Notre estimation personnelle, mais il n'y a pas de... Ouais, ça, c'est pas notre... On ne demande pas ça d'une part. Alors, c'est vrai que j'ai des envies, on a des idées, mais nous, on a un rôle en fait, de distribution des produits à plus court terme quand même. Ouais. Mais on a des départements à Tokyo qui travaillent là-dessus, vraiment. On a assez peu d'échanges avec eux sur leur travail, leurs idées à 10-20 ans. C'est frustrant. Oui. C'est frustrant, mais malgré tout, on leur donne des inputs via l'Europe sur ce qui nous ferait plaisir, nous, mais en fait, avec les retours de discussion typiquement comme on a là aujourd'hui. Oui. Voilà, donc de mon point de vue, l'appareil va être encore plus intelligent et certainement plus autonome. C'est la direction. En fait, là, il y a eu pour moi 3 étapes majeures dans l'évolution de la photo depuis ces dernières années. Le digital, évidemment, le passage du numérique à l'argentique au numérique, le passage à la connectivité, c'était aussi une étape importante. C'est toute la démarcation en fait, qu'ont apporté les smartphones, l'instantanéité finalement du partage. Et là, on est dans une transition en fait, où on est sur la partie d'intelligence. L'appareil comprend ce qu'on est en train de faire. On l'a déjà ça avec le Z9, mais c'est le début, je pense. Donc voilà, pour moi, l'appareil va être encore plus intelligent, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'il fait avant même qu'on le fasse, et donc être plus autonome pour rendre le travail de photographe plus efficace encore. Voilà. Mais je pense qu'on est à moins de 20 ans comme échéance là. C'est en cours de... Ça va mettre un petit peu de temps avant que l'appareil photo nous parle. Et alors vous d'ailleurs, quelle est votre vision à 10 ans? Parce que ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'un consommateur. Oui, alors justement, je ne me suis pas posé la question, c'est intéressant de me demander. Mais, parce que je suis assez satisfait des boîtiers numériques d'aujourd'hui, très sincèrement, par rapport à ce que je fais moi. Et justement, j'ai plutôt tendance, moi, à me calmer et être beaucoup plus apaisé, plus dans la réflexion avec la pratique de l'argentique. Je retrouve un certain plaisir en fait à faire de la photo avec des boîtiers argentiques qui sont dénués justement de toutes ces features qu'on connaît aujourd'hui avec les boîtiers experts, et ça permet de se calmer. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe assez avec les numériques et surtout les smartphones, c'est l'immédiateté en fait de l'image. On consomme beaucoup trop d'images, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on prend en photo. Et c'est vrai que pour ça, j'ai une pratique beaucoup plus apaisée que ce que les appareils ont tendance à aller avec toutes les marques aujourd'hui, avec les hybrides. Ouais, un Z9, on peut le mettre en manuel, mise au point manuel, mettre un Noct. Et je me contente très bien de ce genre d'appareil. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai pas une vision réellement de qu'est-ce que ça va être l'avenir, parce qu'en vrai, à l'heure actuelle, tu me dis là, le Z9 pendant 20 ans ça va être comme ça, je sais que je vais pouvoir faire de la photographie sans problème, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne serai pas vraiment ce que je voudrais dans un appareil du futur. On sent qu'un des axes indéniables, c'est évidemment la compacité. C'est aussi pour ça que le smartphone a pris le dessus sur tout ce qui était entrée de gamme, parce que c'est un appareil qu'on a dans la poche, et compact, qui fait aussi d'autres fonctionnalités. Donc l'hybride, clairement, c'est aussi la compacité qui a tiré ce nouveau marché. Donc c'est une voie vers laquelle on va aller. Après, vous dire dans 20 ans qu'est-ce qu'il en sera, c'est impossible. Mais on sait très bien que ça va être le grand combat. Clairement, le jour où on est capable de sortir un 24-200 2.8 de la taille du 24-120 actuel, par exemple, on aura une poule aux œufs d'or, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est le point noir finalement en fait d'un système appareil photo, c'est l'optique. C'est elle qui prend de la place, qui coûte cher, voilà. S'il n'y avait pas d'optique, finalement, je pense que ça serait assez... Mais est-ce que, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond de verre en termes de capacité, de taille d'optique? On n'arrête pas de s'améliorer. Le 400 mm 4.5 qu'on vient de sortir, moi, il me bluffe, je ne le comprends pas, en fait. Même optiquement, je ne le comprends pas. Okay. Il a la taille d'un 70-200, c'est un 400 mm, sans lentille de Fresnel. Donc je ne l'ai pas compris cette optique et je suis c'est encourageant. Ça me va, j'assume de ne pas l'avoir comprise, mais c'est voilà, des développements qui sont encore possibles et on peut imaginer des choses, je ne sais pas ce qui peut exister finalement, je ne suis pas ingénieur optique, mais
mais il y a peut-être des choses qui sont encore possibles. Voilà. La compacité est importante, effectivement, le poids aussi, tout en gardant malgré tout une ergonomie, une prise en main qui soit confortable sur un usage long terme. Oui. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qui nous caractérise aussi beaucoup, je pense, dans notre gamme Z. Oui, l'ergonomie du Z9, d'ailleurs, moi à l'argentique, mon appareil de prédilection, c'est le F5. Et justement, je retrouve cette même ergonomie avec le Z9 qui est intéressante. Moi, je sais pas si je suis une exception ou pas, mais je sais que j'aime bien quand même avoir un gros objet entre les mains. Ouais. C'est pas un complexe d'infériorité, mais parce qu'il me tient mieux en main. Et c'est vrai que les appareils, les tout nouveaux hybrides que je vois et qui sont très compacts, très petits, très légers, j'ai tendance à perdre l'ergonomie. Il faut être à l'aise avec un appareil. Ouais. C'est ce qu'on appelle chez chacun nous après ça. C'est ce on a même un terme pour ça. En fait, les Japonais appellent ça le kameranes. Donc c'est finalement la sensation qu'on a à prendre en main l'appareil et de l'avoir en fait sur du long terme d'usage, sans fatigue dans les mains, quand il est aussi à l'œil, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et travailler en amont. C'est parce que j'ai des grandes mains aussi. Alors, sur le sujet suivant, Panajou est plus vieux que Nikon. Comme je le disais en intro, Panajou existe depuis 1865. La boutique a connu de nombreux bouleversements technologiques depuis la toute première chambre des frères Panajou. Aujourd'hui, c'est un magasin référence, un site internet. L'équipe est présente sur Instagram, a développé un podcast, comme ce qu'on enregistre aujourd'hui. Quel regard avez-vous sur l'avenir de ces vrais commerçants, entre guillemets, et en quoi Nikon doit-il jouer un rôle ? Alors, on a beaucoup parlé de l'évolution du marché de la photo, et je pense que la distribution, elle aussi, doit faire sa mue, c'est évident. Moi, j'aime bien parler, même si ça peut déranger, de darwinisme dans le monde de la distribution. On va avoir clairement des revendeurs qui vont s'accrocher et qui vont être capables de suivre cette tendance, et peut-être d'autres qui seront beaucoup moins pertinents. On l'a déjà vu depuis que je suis arrivé chez Nikon, depuis 2011. On parlait beaucoup des palettes, du mass market. Ça, c'est de l'histoire ancienne, ça a complètement disparu. C'est vrai qu'il y eut un temps où chez Nikon, on se parlait en fait de centaines, de milliers de Coolpix vendus au niveau mondial, qu'on vendait principalement, en l'occurrence pour la France, chez Leclerc, Carrefour, Auchan. Ça, c'est complètement révolu. Voilà, on est clairement maintenant dans une tendance de premiumisation, comme on dit dans notre jargon. Et cette premiumisation qui se fait au niveau produit et qui est clairement drivé par nos consommateurs, donc nos photographes, est obligé de se dupliquer sur le monde de la distribution. La distribution doit s'adapter, et c'est ce qu'on observe à l'heure actuelle. En fait, un certain nombre de typologies de distributeurs a disparu. Clairement, on parlait du mass market, mais on s'aperçoit que même certains pure players trop généralistes n'arrivent plus à suivre. Et à l'heure actuelle, perdurent vraiment à la fois les photos spécialistes, qui restent ultra légitimes sur ce type de produit-là, et certains multispécialistes aussi qui ont su s'adapter ou qui avaient vraiment une certaine légitimité sur le monde de la photo. Voilà, je ne vais pas les citer parce que ça pourrait créer des débats, mais on a vraiment un marché qui se concentre à la fois sur ces ultra-spécialistes et sur ces multispécialistes. À terme, je pense qu'il y aura de la casse, c'est évident. Clairement, les plus petits qui ne se seront pas adaptés, qui n'auront pas été capables de prendre le tournant justement de cette premiumisation, qui n'auront pas été capables d'offrir au consommateur ce qu'il attend, à savoir du service à la carte, légitime quand on achète un produit autour des 5 000 €, clairement auront du mal à suivre la cadence. Ça, Et juste pour faire un petit point sur Panajou, oui, je pense que Panajou a clairement su prendre le tournant depuis quelques années et est ultra légitime sur ce nouveau créneau. Je vais enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais c'est vrai que c'est quand même important de pouvoir voir les appareils, de pouvoir les tester, de pouvoir les prendre en main. Après, c'est inévitable, hein, on le voit bien. De toute façon, c'est pas que pour l'industrie de la photo, c'est pareil pour tous les marchés. Donc, c'est assez inévitable. Et personnellement, je trouve parfois ça assez triste, mais... C'est pour ça que les petits n'arriveront pas à suivre. Ceux qui ne peuvent pas exposer les produits en magasin, ceux qui ne peuvent pas avoir le stock suffisant et qui se contenteront de dire le produit, vous l'aurez dans une semaine, ça va être compliqué. Parce que le consommateur, maintenant, est un consommateur qui peut s'apparenter à un consommateur de luxe. Il veut son produit le plus rapidement possible, il veut pouvoir le prendre en main, l'essayer avec différents objectifs. Donc ça demande un service beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on pouvait avoir dans le passé. Voilà, donc c'est évident qu'il va falloir suivre cette tendance. Ok.
qui est déjà là depuis... Bien engagé, oui, qui est déjà bien engagé. Et le fameux darwinisme que j'évoquais, il est déjà aussi bien avancé. Oui. Les choses ont déjà commencé à avancer au niveau de la distribution, ça c'est une certitude. Avec les nouveaux... j'y pense là, maintenant je sais pas pourquoi, mais ça va dans le sens de l'histoire un petit peu avec tout ce qu'on parle. Avec l'arrivée des méta-univers, est-ce qu'on retrouvera une boutique Nikon officielle en méta? Alors on est de l'ordre de la spéculation, mais... Ouais, on regarde ces tendances évidemment, on n'est pas en train de préparer un méta. Je pense pas qu'on sera les premiers là-dessus. Non. L'idée, c'est pas de créer un méta-univers, mais c'est d'être présent dans un méta-univers. Oui, j'ai bien compris. Mais le monde de la photo est légitime sur le méta-univers, mais après, est-ce que le monde de l'appareil photo l'est? Non, là, c'est un autre débat. Oui, je vois. D'ailleurs, en parlant d'espace dans le méta-univers, on a un espace qui est bien physique et bien présent, c'est le Nikon Film Festival. C'est une initiative de la branche française. Oui, effectivement. C'est un événement dont on est très très fiers. On vient de lancer le thème aujourd'hui de la 13e édition. D'accord, c'est lequel Tu annonces en exclusivité. Que j'annonce en exclusivité. Ça sera le chiffre 13 pour cette 13e édition. Donc de quoi développer la créativité de ces jeunes réalisateurs qui veulent se lancer dans le cinéma. C'est un vrai succès en fait. C'est montré en exemple aussi maintenant dans les présentations qui sont reportées à Tokyo, comme une initiative qui permet en fait de faire parler des produits Nikon et de Nikon, de la marque, dans un univers en fait assez différent de ce qu'on a traditionnellement l'habitude de faire. Donc c'est un petit événement qu'on apprécie beaucoup. Qui a pris beaucoup d'importance. Qui a pris de l'importance, qui nous a un peu dépassé en réalité. Quand on a lancé ça il y a donc 12 ans, 13 ans, on était un peu en recherche d'idées pour faire savoir que nos appareils photoréflexes faisaient des films. On avait sorti, je disais, le D90. Justement ce que j'allais rebondir là-dessus. Et puis clairement, Canon a fait des efforts marketing et de communication beaucoup plus évidents sur leur série 5D. Donc voilà, on était un petit peu frustrés de ça, on a cherché les idées, donc on a lancé tout bêtement un petit concours vidéo et en fait ça a pris tellement que ça nous a dépassé clairement. Les gens aujourd'hui qui font le festival disent j'ai fait mon Nikon cette année, c'est devenu une sorte de terme générique pour les jeunes réalisateurs qui veulent finalement se confronter à leur passion en se disant voilà, est-ce que je suis capable d'y aller? Et les lauréats, c'est ça qui est hyper satisfaisant, c'est que ils ont pris confiance quand ils ont été récompensés dans le Nikon en fait. Et il y en a beaucoup de retours comme ça de réalisateurs qui se lancent professionnellement dans ce métier suite à une victoire sur le festival. On peut peut-être citer il y a Romain Noémie Merlan qui clairement lance un long métrage actuellement et qui a commencé avec le Nikon Film Festival. Romain Quiro également, qui a un long métrage qui est encore sur Canal en ce moment. Voilà, c'est des exemples qui sont hyper satisfaisants pour nous. Et voilà, donc on prépare cette 13e édition avec passion. Parfait, oui, c'est une belle initiative en tout cas. Et en fait, tu as répondu à toutes mes questions, parce que justement, j'allais te dire, est-ce que c'est un moyen de parler aussi de réalisation vidéo avec les produits Nikon? Bien sûr, c'était l'objectif de départ. Comme je te le disais, ça nous a un petit peu dépassé, ça a dépassé même les produits, donc on fait toujours un lien. Et je pense que c'est aussi l'un des succès de ce festival, c'est qu'il est ouvert à tous. C'est pas avec tout type de produits. Avec tout type de produits. Il y a aussi, on a un questionnaire qui est juste informatif pour nous, savoir en fait avec quoi a été fait le film. Et beaucoup sont faits au smartphone, évidemment avec d'autres marques aussi d'appareils. Il est gratuit, c'est pas le cas de tous les festivals. Et puis finalement, il n'est pas trop exigeant en termes de production. Un film de 2 minutes 20, ça ne demande pas forcément une production énorme en termes de coût. Il y a beaucoup de films lauréats qui ont en fait gagné avec extrêmement peu de moyens, juste l'appareil qu'ils avaient éventuellement même loué. Donc il faut la bonne idée, une bonne équipe qui nous entoure, pas forcément beaucoup de monde. Et puis, l'autre raison, c'est qu'on a été tout de suite accompagné par un panel dans le jury hyper qualitatif. Oui, du beau monde dans le jury à chaque fois. Du très beau monde à chaque fois. Aujourd'hui, en fait, quand on sollicite ces réalisateurs ou acteurs pour faire partie du jury, on n'a même plus besoin de leur présenter ce que c'est que ce festival. Quand ils nous disent non, c'est qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont occupés, ils sont en tournée, ils ont un tournage, etc.
Mais l'intérêt et le crédit qu'a ce festival, en fait, est déjà dans leur tête. Et souvent, ils nous disent oui parce que c'est finalement aider la jeune génération à tenter un truc. Et c'est ça qui fonctionne bien aussi, évidemment, c'est que tous ces 1600 participants chaque année qui tentent leur chance, ils ont envie d'être vus par ce jury. D'où les belles têtes d'affiche, avec notamment Gilles Lelouch, qu'on a eu cette année. Voilà. Et des très très belles têtes à venir. Alors, c'est pas encore fait pour la 13e édition. Mais on y travaille. Ouais. Mais bravo à vous pour ça, pour cette initiative. On approche de la fin du podcast. J'avais une dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a des actualités produits à venir dont vous voudriez nous parler aujourd'hui ? Alors c'est toujours un peu pareil. En fait, malheureusement, on n'a pas le droit de divulguer quoi que ce soit, même dans un podcast à Bordeaux. Non, l'actualité produit, vous la connaissez. On a annoncé notamment le Z30 dernièrement. Oui. Et on ne peut pas, malheureusement, divulguer. Je sais qu'on nous pose souvent la question. On ne peut pas divulguer les prochaines annonces qui auront lieu. Ce serait pas d'exclusivité pour le. Non, podcast. Malheureusement. Je sais que c'est frustrant. On a sorti il y a 2-3 semaines ce Z30 et le 400 4.5. Voilà, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est pas une exclusivité, c'est sûr pour le podcast, mais bon. Mais on sortira d'autres produits. Oui, ça, j'imagine. Ça, on peut s'y engager. Bien, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi. Pour finir le podcast, je rappellerai aux auditeurs que vous pouvez partager ce podcast si vous l'avez apprécié, évidemment. Pour certaines plateformes, vous pouvez aussi noter le podcast et laisser un commentaire. Je ne vous cache pas que ça sert notamment à être visible, à nous rendre visibles. Merci d'avance. Et en attendant un prochain épisode du podcast, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.